Le cancer du sein reste le premier cancer chez la femme. La campagne Octobre Rose nous le rappelle chaque année. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur Axel Kahn, vous êtes président de la Ligue contre le cancer. Docteur Grégory Lansner, vous êtes radiologue et responsable scénologie à la FNMR. Qu'est-ce que c'est la FNMR, rappelez-nous? C'est la Fédération nationale des médecins radiologues. Voilà. Et Christine Salin-Chevalier, vous êtes présidente du fonds de dotation RL et vous faites plein de choses pour les femmes atteintes de cancer. Alors comme vous pouvez le constater, on porte tous des masques sur le plateau. Et il y a une raison, et la raison, c'est Axel Kahn. En effet, j'ai pris l'habitude d'avoir un masque, tout simplement parce que ça fait assez longtemps, et j'ai été de ceux qui ont demandé au président de la République de le faire, on a demandé que dans les endroits clos où il y avait plusieurs personnes, le masque soit obligatoire. Le seul endroit où ça n'était pas obligatoire, ce sont les plateaux de télévision. Alors que même si nous sommes à une certaine distance, nous nous regardons, évidemment, nous nous parlons, et éventuellement, si jamais nous sommes infectés, nous libérons un aérosol qui est censé contenir du coronavirus, et donc il y a un risque. Par ailleurs, on nous regarde, si on est là, c'est pourquoi on nous regarde. Et donc, il y a un élément d'exemplarité. C'est très difficile de dire aux personnes, faites gaffe, attention, le virus circule, il faut que vous fassiez attention. Et en disant ça, justement, on ne fait pas attention, on n'a pas de masque, c'est incohérent. Et par conséquent, maintenant, sur les plateaux, je porte un masque. Donc c'est dit, et c'est en plus un masque libre. Octobre Rose. Octobre Rose, Octobre voilà. Rose. La situation en chiffres. Premier cancer chez la femme, une femme sur 8 sera atteinte, 90% des cancers du sein ne présentent pas de symptômes et s'ils sont pris à un stade précoce, la guérison c'est dans 90% des cas, d'où l'importance des campagnes de sensibilisation, Axel. Oui, c'est absolument fondamental. Même pour les très petits cancers, la guérison est de plus de 90%. Aujourd'hui, la rémission complète à 5 ans dans le cancer du sein atteint des chiffres extrêmement importants. Ça dépasse nettement 80%, de l'ordre de 85-87%. Un cancer de 1 cm et moins est pratiquement guéri dans tous les cas. Et donc c'est extrêmement intéressant, important de faire un diagnostic très précoce et à travers la crise sanitaire que nous avons vécue, je pense que l'on en reparlera, les retards ont fini par s'accumuler et il y a eu de vraies pertes de chance. Et ce que l'on appelle perte de chance pour les femmes, ce sont des cancers qui eussent été très facilement curables, qui ne le seront pas ou au prix d'une thérapeutique plus lourde. Et il y aura aussi des vies de femmes perdues. Et ça, c'est évidemment intolérable. Et donc, cet Octobre Rose, il est particulièrement important. C'est un Octobre Rose de remobilisation. Il ne faut pas que le coronavirus et la Covid aient comme victimes secondaires les femmes qui n'auront pas été soignées à temps de leur cancer du sein. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, pendant la période Covid, les cancéreux ont été un peu délaissés, pas que les cancers du sein, les cancéreux en général. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on peut le dire. Bien évidemment, au plus fort du confinement, alors que le virus circulait massivement, on essayait d'avoir deux fers au feu. D'une part, bien évidemment, d'éviter que les personnes ne s'infectent. On n'avait pas encore toutes les informations qu'on a aujourd'hui. On craignait à ce moment-là, ce n'est pas tellement vrai, mais on craignait à ce moment-là que les personnes atteintes de cancer ne soient beaucoup plus sensibles au cancer que les autres. En réalité, c'est un tout petit peu vrai quand ils sont traités par chimiothérapie, qu'ils sont avec une baisse de l'immunité, mais c'est relativement peu vrai. Et en même temps, on essayait de faire en sorte qu'ils ne perdent pas de chance par rapport au traitement de leur cancer. Et donc, il y a eu incontestablement des reports, il y a eu des annulations de rendez-vous, des rendez-vous qui ont été décalés, il y a eu des modifications des protocoles de radiothérapie, il y a eu des cures de chimiothérapie qui ont été reportées, mais sur une période de 2-3 mois, les cancérologues le savent, les gens étaient follement inquiets. Mais les cancérologues le savent, c'est possible, c'est gérable sans vraie perte de chance. À condition de reprendre voilà, maintenant. À condition de reprendre. Et la grosse difficulté, c'est que la reprise a été lente. La reprise a été compliquée, que les retards n'ont pas été rattrapés. Et lorsque 3 mois de retard, ça donne 4, 5, 6 mois de retard, alors là, il y a des dangers qui sont importants. Et pourtant, il faut le rappeler, l'impact estimé des programmes de dépistage, c'est un gain de 15 à 20% sur la mortalité. C'est ça ?
À peu près. Il y a des conférences de consensus qui ont établi ce point, et ce sont effectivement les données qui ont été proposées dans ces conférences internationales de consensus. Okay. Les signes qui doivent alerter les femmes et qui ne sont pas forcément des cancers, hein, les nodules, les boules, les grosseurs dans le sein, les gonflements. Choses, hein. Il y a d'abord les signes, effectivement, la femme qui fait sa toilette, qui constate qu'il y a un signe, ou bien le médecin qui le constate. Et puis, il y a les campagnes de dépistage systématique, c'est-à-dire que, notamment pour le cancer du sein. Et la difficulté, c'est que d'une part, durant la crise de la Covid, autant parce que les femmes ne sont pas allées consulter, c'est-à-dire que tout n'est pas à mettre sur le compte d'une décision, d'une annulation des centres anticancéreux. Il y a une partie d'auto-limitation de la part des femmes, et par ailleurs, on va dire jusqu'au mois de juin, nous en discutions tout à l'heure, les campagnes de dépistage organisées systématiques ont été arrêtées. Elles redémarrent, mais elles n'ont pas encore repris la totalité de leur force, de leur flux habituel. Donc, il y a effectivement aujourd'hui une inquiétude que des retards ne deviennent vraiment préoccupants. La Ligue, très tôt, a mis un service d'appel, un service d'écoute, au bout du fil duquel il y avait une dizaine de cancérologues qui se relayaient, et j'en étais au début, ensuite j'ai laissé la main. Et on a un cas, alors je ne sais pas si vraiment le diagnostic plus précoce eût été salvateur, mais c'est une jeune femme qui avait constaté qu'elle avait une petite boule dans le sein au mois de mars. Et terrorisée par tout ce que l'on disait, elle n'a pas été consultée. Elle n'a été consultée que vraiment au moment du déconfinement. Et c'était un petit cancer, encore 2 cm au moment où on l'a diagnostiqué, un petit cancer triple négatif avec déjà des métastases cérébrales. Et donc, on s'est dit que peut-être, si le diagnostic avait été fait 3 mois auparavant, alors le pronostic eût été moins sévère. Donc si on a en fait un message à passer aujourd'hui, au début de cette campagne Octobre Rose, c'est qu'il faut vraiment reprendre très très vite le dépistage. Le dépistage, c'est aussi l'imagerie. Je me tourne vers vous, Grégory Lansner, vous êtes radiologue. L'imagerie, elle joue un très grand rôle dans le dépistage. Alors on va repartir de la base. Une mammo, qu'est-ce que c'est ? Alors, le dépistage mammographique est essentiel. C'est le fer de lance de cette campagne. Parce que le radiologue va être vraiment au cœur de la prise en charge de la patiente. C'est lui qui va la recevoir, la rencontrer et organiser après la suite s'il découvre quelque chose. Le dépistage, c'est quoi ? C'est toutes les femmes entre 50 et 75 ans qui vont effectuer une mammographie tous les 2 ans, accompagnée d'un examen clinique. C'est pas juste faire une image. Répondez à la question. Une mammo, qu'est-ce que c'est ? Faites pas comme les politiques, je pose une question et ils me répondent autre chose. Moi, je peux répondre. Qu'est-ce que c'est une mammo déjà ? Une mammographie, en fait, c'est une patiente qui se rend à un cabinet de radiologie et qui va effectuer une radiographie de son sein. Comme on pouvait effectuer une radiographie de la main, du pied, des poumons, là, c'est une radiographie de son sein. Elle va donc arriver, on est sur un appareil de radiographie avec des rayons X, c'est vrai, des doses qui sont très faibles, le plus faible possible, et on va placer le sein dans un appareil qui va comprimer le sein. Alors c'est vrai que ce n'est pas très agréable cette sensation de compression. Les constructeurs ont vraiment travaillé à améliorer ceci. Maintenant on a des appareils qui ont des compressions beaucoup plus douces, on a même des machines où les patientes peuvent elles-mêmes pratiquer la compression, c'est-à-dire ce sont elles qui appuient sur l'appareil pour faire la compression. Et on se rend d'ailleurs compte que souvent, elles arrivent à comprimer le sein beaucoup plus que quand c'est un manipulateur qui le fait à leur place. C'est-à-dire qu'elles peuvent aller plus loin dans la compression. Plus on comprime le sein, plus la qualité de l'image sera meilleure. Oui, mais il n'y a pas l'appréhension. C'est-à-dire que là, on décide de la compression, alors que sinon, on subit. Ce n'est pas la même appréhension. Exactement. C'est important de travailler sur l'appréhension. Hein. Ben oui, on leur parle. Alors, on a maintenant des machines qui sont aussi décorées avec des lumières, des choses pour être dans une ambiance plus apaisante. Pas une salle blanche triste. Et donc, on va leur faire cette radiographie de leur sein sous plusieurs incidences, c'est-à-dire de face, en oblique. Bon, après, ça, c'est notre technique radiologique. Et on va observer ces images. On va également effectuer, parce que ça fait partie de la mammographie, un examen clinique où, en fait, on va palper les patientes, palper leur sein, essayer de dépister quelque chose. Et si on a une anomalie, soit clinique à la palpation, soit à la mammographie, dans ces cas-là, on fait des examens complémentaires. En général, on passe par une échographie, voire après d'autres explorations. Alors, à partir de quel âge ?
Alors, comme il a dit, cela dépend. Hein. Oui. Dans le dépistage systématique, parce qu'il y a plusieurs éléments, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la personne qui a un signe, et donc elle va pour la mammographie, et là, d'une certaine manière, quel que soit son âge, et il y a un signe. Alors, c'est plus compliqué, le radiologue nous dira pour quelle raison. Sur un sein très jeune, c'est plus compliqué, il y a plus de risque d'erreur. Mais il n'empêche qu'une femme de 35 ans, de 40 ans qui a une boule dans le sein, elle va consulter, et on va naturellement faire des examens. Mais le dépistage systématique chez les femmes qui n'ont rien observé, le compromis, à l'heure actuelle, le consensus international, c'est, comme on l'a dit, entre 50 et 74 ans. Entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, la mammographie. Avant, c'était compliqué, les images ne sont pas forcément de bonne qualité. Et après, le rapport, on va dire, bénéfice-risque fait que l'on arrête. On essaye... Aux États-Unis, je sais qu'on veut aller au-delà de 74 ans. Oui, mais surtout, le grand progrès que l'on attend, c'est de ne pas le faire de la même manière pour tout le monde et de faire un test, de faire une batterie de tests génétiques afin de personnaliser la notion de niveau du risque. Et chez des personnes qui ont un risque très très bas, une mammographie tous les 5 ans, un examen tous les 5 ans pourrait suffire, alors que chez des personnes dont génétiquement le risque semble élevé, alors des examens, cet examen-là, la mammographie ou d'autres examens, peut-être dans l'avenir, peut-être pourriez-vous nous en dire un mot. L'IRM va venir, c'est un élément qui est tout à fait important. Ça ou un autre examen pourra être pratiqué plus fréquemment. Vous m'avez devancé parce que ce programme de personnalisation, en fait, ça s'appelle PEPS, voilà. C'est ça? Vous pouvez nous en parler? PEPS, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors MyPEPS, c'est un programme européen qui est fait donc, à l'échelle européenne sur plusieurs pays, à l'initiative de la France, et qui va, sur 5 à 6 ans, suivre 85 000 femmes qui doivent être incluses dans ce protocole. Alors l'âge va être différent parce que ça va commencer à 40 ans. Les femmes vont commencer... on va exclure les femmes qui sont à très haut risque de cancer du sein, parce que celles-là... BRCA. Voilà, c'est ça. Donc ces femmes-là vont être exclues de ce protocole, parce qu'elles ont déjà un suivi très rapproché, on le sait. Et ensuite, donc, elles vont arriver, on va leur faire un test salivaire, donc elles doivent mettre de la salive dans un petit tube, on va leur faire un test génétique sur ce prélèvement de salive, et à partir de ça, on va déterminer si elles sont à risque faible, moyen, modéré, fort ou très élevé, et en fonction de ça, on organisera le programme de dépistage. Donc le risque faible, en fait, ça va être une mammographie initiale, une mammographie au bout de 4 ans, et puis jusqu'à une mammographie tous les ans, avec une IRM justement pour les femmes qui sont à risque très élevé, mais qui n'ont pas été dépistées comme BRCA1 ou BRCA2 initialement. Et au terme de cette étude, on pourra justement voir si on peut l'étendre à l'ensemble de la population et pour faire un dépistage justement personnalisé que ce ne soit pas systématiquement tous les 2 ans pour toutes les femmes. C'est passionnant pour 2 raisons. C'est passionnant parce qu'on va vers cette médecine personnalisée, puis c'est passionnant parce qu'on voit bien la transversalité de la médecine aujourd'hui, où toutes les disciplines, alors là, la génétique, le big data, puisqu'on va, on va examiner beaucoup de femmes, l'imagerie médicale, on voit bien cette transversalité de la médecine qu'on retrouve sur beaucoup de pathologies. Christine, la mammo, c'est... bon, ici on est 3 mecs, hein, on ne peut pas en parler. Les mecs ont des cancers du sein aussi. Voilà. Beaucoup moins fréquemment. Beaucoup moins fréquemment. Dangereux aussi. Mais bon, si le cancer du testicule était aussi répandu que le cancer du sein, je pense que... Oui, mais le cancer du testicule, maintenant, on le guérit tout le temps. On le guérit bien, oui. La mammo, c'est une épreuve toujours redoutée pour les femmes. Moi, je dirais surtout psychologique. Voilà, chaque femme qui est suivie, que nous suivons, quand elle doit retourner faire sa mammographie, c'est terrible. Il faut un vrai accompagnement psychologique, d'où l'importance d'avoir des centres où travaille Grégory, où on accompagne humainement, on est là, on est dans l'écoute. Et ça, c'est très important pour elle, parce que moi, elle m'appelle Christine, j'y vais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que ça va mieux? Donc il y a un vrai accompagnement psychologique. Là, vous parlez de femmes qui ont déjà été atteintes oui de cancer. Oui et non, parce qu'en fait, toutes les femmes redoutent... Voilà, toutes, quelles qu'elles soient. C'est ça. Toutes. Et il y a aussi beaucoup, moi je dirais, quand on parle des tests là, à partir des femmes de 40 ans, on rencontre de plus en plus de femmes jeunes qui ont moins de 40 ans qui sont touchées. Donc on arrive à Octobre Rose, mois de la prévention.
dans la prévention, il y a palpation. Et je crois que toutes les femmes devraient apprendre, si vous êtes d'accord, professeur, à palper leur sein, soit le faire par un conjoint, soit par quelqu'un si elles n'y arrivent pas. C'est une bonne idée. Mais palper ses seins, voilà. Moi, je leur dis... Ça arrive très souvent voilà. que ce soit le mari mais c'est bien. Des pistes, le cancer de son épouse. Tout à fait. Et c'est généralement ça. Là, ça m'est encore arrivé avec une de nos patientes qu'on suit. Donc, la palpation, moi, je leur dis, faites au moins même une fois par semaine. Quand vous vous crémez, vous mettez de la crème et tout. Faites tester par votre mari, palper, etc. Accentuons sur cette prévention qui permet évidemment de soulager après quand on passe sa mammo. Voilà, messieurs, palpons les seins de nos femmes. C'est les médecins qui le disent. C'est une ordonnance. Il faut faire une ordonnance à tous les maris. Et on va peut-être vous rembourser. Pas toutes les semaines, plutôt tous les mois. Parce qu'une femme qui se palpe trop souvent connaît trop bien son sein et ne sent pas la boule apparaître. Donc il ne faut pas le faire trop régulièrement non plus. Ok, donc ce sera une fois par mois. On sent quelque chose, on dit non mais je l'ai déjà senti la semaine dernière, c'est pas grave, voilà. Donc tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, pas trop rapproché quand même. Désolé messieurs, donc une très bon, très bon conseil. Merci. Alors moi j'ai des questions. Si j'ai une prothèse mammaire, est-ce que je dois faire une mammo? Alors je vais demander peut-être au radiologue ce qu'il en pense. La réponse est oui, évidemment. On n'a aucun problème à faire un dépistage mammographique lorsqu'il y a une prothèse. On a des techniques, les machines sont adaptées, elles ne font pas trop de compression, il n'y a pas de risque d'éclater la prothèse, puisqu'il y a aussi cette crainte de rupture de prothèse. Non, il n'y aura pas de rupture de prothèse. On fait parfois un cliché contenant la prothèse et on fait aussi des clichés, des mammographies, où en fait on va repousser la prothèse en arrière et du coup on va faire une mammographie du sein en avant de la prothèse, en ayant récliné la prothèse en arrière. Donc il n'y a aucun souci. Et dans ces cas-là, c'est souvent complété par une échographie, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'ensemble du sein de manière aussi optimale que quand il n'y a pas de prothèse. Du coup, on complète par une échographie, mais il n'y a pas de souci. Et alors j'ai une autre question. Est-ce que les porteuses de prothèses sont plus à risque? Est-ce qu'elles ont plus de cancer du sein? Absolument pas, ça ne modifie pas du tout, ça n'augmente pas le risque. Il y a eu des prothèses qui étaient des mauvaises prothèses et qui pouvaient entraîner des cancers du sein, mais dont on en a parlé suffisamment dans les médias. Et c'est pas le même. C'était pas les complications les plus fréquentes. Voilà, non, pas du tout. Il y avait des problèmes inflammatoires. Exactement, mais c'est pas du tout le même type de cancer. Et ces prothèses sont exclues et on ne les utilise plus. Donc, il y a eu des lymphomes notamment. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes types de cancers que ceux dont on a l'habitude dans les cancers du sein classiques. Mais non, les prothèses mammaires n'entraînent pas une augmentation du risque de cancer du sein. Alors, dans les signes qui doivent nous alerter, on a parlé des nodules, des petites boules, des grosseurs, mais il n'y a pas que ça. La rétractation de la peau, du mamelon, des rougeurs, des écoulements au niveau du mamelon. J'ai été exhaustif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signes qui doivent alerter les femmes? Et qu'est-ce qu'on fait pour les hommes aussi. Et qu'est-ce qu'on fait en fait dès qu'on a un de ces signes? Qu'est-ce qu'on fait? Un dernier signe, ça pourrait être une petite boule dans les selles également, parce que ça peut être juste un petit ganglion dans les selles qui peut révéler un cancer du sein non palpable. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va consulter son médecin au moindre signe. Je rebondis sur le problème des femmes jeunes, c'est des diagnostics tardifs parce qu'on ne pense pas qu'on a un cancer du sein, donc la femme néglige ça un tout petit peu et elle arrive et c'est déjà un cancer de grande taille. Donc vraiment, le site, c'est dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on sent quelque chose d'anormal dans son sein, il ne faut pas hésiter à aller consulter et il ne faut pas hésiter à aller demander un examen d'imagerie. Chez les femmes jeunes, on aura plus tendance, vingtaine, entre 20 et 30 ans, plus tendance à faire une échographie d'abord, en première intention, parce que souvent la glande est plus importante, plus dense, donc on voit mieux à l'échographie qu'à la mammographie. C'est ce que disait M. Axel Kahn tout à l'heure. Qu'on pourra compléter par une mammographie si besoin, mais on commence en général par l'échographie. Et c'est vrai que c'est un examen irradiant, donc autant ne pas irradier les seins des jeunes filles trop tôt. On préfère attendre un petit peu. Et de toute façon, donc, le moindre signe, l'important c'est on va voir son médecin, il prescrit un examen d'imagerie, mammographie, échographie. C'est à nous, médecins radiologues, de décider quel va être le meilleur examen, si on commence par l'échographie, si on commence par la mammographie, s'il faut compléter l'un par l'autre. En termes de statistiques, simplement, ce que vous nous posez comme question est très important, parce qu'il y a une certaine tendance
à la diminution de la fréquence des cancers maintenant, où la thérapie substitutive de la ménopause a à peu près été arrêtée. Incontestablement, ça a un peu augmenté la fréquence des cancers du sein post-ménopausique. Donc ça, c'est en train de décliner. En revanche, les cancers chez les femmes jeunes ont plutôt tendance actuellement à augmenter, et notre vision des cancers du sein doit se modifier. C'est une des raisons pour lesquelles, pour l'avenir, personnellement, j'aimerais avoir votre sentiment. Je pense qu'elle aussi évolue techniquement énormément, qu'une utilisation plus systématique de l'IRM serait un très grand progrès. Oui. On sait que l'IRM est un très très bon examen pour le dépistage. Malheureusement, on a ce problème d'accès. Voilà. Et on sait qu'on est sous-doté en France. Sous-doté. Je vais vous donner un chiffre. Ouais. On est équipé au niveau de la Turquie en France pour les IRM. Absolument. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que ça ne soit pas un bon examen, c'est qu'on n'a pas assez d'appareils pour le faire. Exactement. Absolument. C'est un excellent examen, presque le meilleur. Mais, Messieurs, évidemment, on a pour été l'instant. très technique. Il ne faut pas oublier qu'on parle des femmes. Et on parle des femmes et on parle d'une maladie qui est difficile à vivre, comme toutes les maladies, mais le cancer du sein, c'est difficile à vivre. Alors vous, Christine, vous vous occupez aussi de cet aspect, la vie continue, on doit continuer à être belle, à prendre soin de soi. Qu'est-ce que vous faites dans votre association une fois que les femmes sont passées dans toute cette technologie Oui, nous, on les suit pendant et après, en fait, parce qu'il y a pendant le traitement, puis il y a après, quand on retourne à la vie de tous les jours, où le regard est différent, où on a envie de changer les choses. On a un programme qui s'appelle Souffle de Violette, comme un second souffle pendant et après la maladie. Et l'idée, c'est de les accompagner psychologiquement, de les aider à renouer avec leur corps, les aider aussi dans leur relation familiale, avec l'entourage, avec les enfants, avec son mari, voilà, de se poser. On collabore beaucoup d'ailleurs avec la Ligue contre le cancer, on collabore avec d'autres associations aussi. L'idée aujourd'hui, c'est d'être ensemble pour des mêmes actions. On aide au retour à l'emploi. On a initié le coaching emploi qui a été suivi en France. Il est important d'aider une femme à retrouver un nouvel emploi ou à maintenir son emploi. Et puis aussi, on fait du coaching parce qu'il faut... Beaucoup de femmes qui ont un cancer du sein perdent leur emploi, c'est une question. Perdent leur mari aussi parfois. Oui. Alors, on avait des chiffres qui étaient à peu près 75% des hommes quittent leur femme quand elles ont un cancer. Les raisons sont multiples aussi, il n'y a pas que la maladie. Mais l'emploi, il est difficile souvent de maintenir son poste pour plein de raisons. Donc, il est important aussi on travaille beaucoup avec des DRH pour former des entreprises. Il y a beaucoup d'associations aussi qui ont créé ce genre de choses pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on a eu un cancer qu'on est mort, qu'on est terminé. Au contraire, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie avec de nouvelles envie d'avoir souvent une nouvelle activité professionnelle, envie de s'accomplir différemment. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Et à travers, je disais, le coaching de vie, c'est surtout aussi de gérer les peurs, les angoisses. Il y a beaucoup d'angoisses. Est-ce que je vais pouvoir retravailler comme avant ? Quel va être le regard des autres sur moi ? Comment vont aborder mon retour les collègues, etc. Donc l'idée, c'est vraiment un accompagnement complet dans plein de domaines, aussi bien physiques que psychologiques, pour les aider à se réinsérer dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous faites, alors vous leur faites oublier aussi la maladie de temps en temps en organisant des soirées? Moi, j'ai été invité à une de ces soirées. Non, je n'ai pas été invité au Crazy Horse. Moi, j'ai fait la soirée cuisine. Parce que l'alimentation et le cancer, c'est important. Mais moi, j'ai fait la popote, je n'ai pas fait le Crazy Horse. Ceci dit, j'ai trouvé ça très, très sympa parce que c'est vrai que l'espace d'une soirée, vous leur offrez un peu de rêve et l'espace d'une soirée, on oublie sa maladie, c'est important. Il faut une bulle d'oxygène. Mais ça, je le dis tout le temps, c'est valable pour tout le monde. Il faut savoir dire stop à un moment dans sa vie et se dire, voilà, je vais m'accorder du temps, je vais oublier un temps la maladie et je vais aussi apprendre à vivre, à prendre l'air, à faire des choses qui me plaisent. Je pense que psychologiquement, professeur, c'est très important de pouvoir avoir cet accompagnement pour se sentir bien et pour guérir après. La Ligue, naturellement, avec des partenaires comme l'association de Madame, la Ligue est extrêmement active dans ce domaine-là. La Ligue, vous savez, a 500 relais, antennes et centres d'accueil sur toute la France, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Papeete. On reçoit plus de 40 000 personnes et à 80% des femmes et beaucoup de cancers du sein pour tout ce que l'on appelle ces soins de support, qui sont la socio-esthétique, la nutrition, l'activité physique adaptée,
la psychologie, l'oncopsychologie, des fois des choses un peu plus ésotériques comme la réflexologie plantaire. Tout à fait. J'ai toujours trouvé ça singulier, mais enfin les femmes aiment bien ça. Elles trouvent que c'est apaisant. Mais vous devriez essayer, ça fait du bien. Voilà, absolument, je suis sûr. Et c'est très très important. Et pour ce qui est de la socio-esthétique, le message que l'on a, c'est que pour être guéri d'un cancer, il ne faut pas simplement que la tumeur ait cessé d'évoluer. Il faut que dans les yeux des autres, on soit guéri et que quand on se regarde dans un miroir, on soit guéri. Et par conséquent, l'apparence de la guérison n'est pas beaucoup moins importante que la réalité de la guérison. Et il faut absolument que cet investissement pour offrir la totalité d'une femme à elle-même, après qu'elle a été traitée, guérie pour son cancer, soit considéré comme une priorité. Tout à fait. Et le fait qu'elle se retrouve femme, même quand elle a perdu ses cils, ses sourcils, ses cheveux, nous avons parlé du Crazy Horse, le perruquier du Crazy Horse qui est notre partenaire. Donc forcément, elles repartent et la Ligue nous les envoie d'ailleurs avec de magnifiques perruques. Voilà, à chaque fois, on essaye de les accompagner au maximum. Et ben voilà, beaucoup de choses à dire sur le cancer. On arrive au terme de cette émission. On en fera d'autres pendant Octobre Rose. Merci, professeur Axel Kahn. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue contre le cancer. Grégory Linsner, vous êtes radiologue à Paris et vous vous exprimiez au nom de la FNMR, la Fédération nationale des métiers de la radiologie. Et Christine, merci pour ton énergie, je dis ton, parce qu'on se tutoie dans le privé. Merci à toi. Voilà, gros bisous les filles, on vous aime et à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.